Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec le quatrième chapitre de cette série d'enregistrements de cours qui concerne les effets électroniques. Alors, ces effets-là, les effets électroniques, c'est un phénomène qui se transmet par les liaisons sigma. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il polarise la liaison avec apparition de charges partielles sur les atomes, c'est-à-dire création d'un moment dipolaire dans la molécule. La création des charges partielles passe par le fait que lorsque vous avez deux atomes d'électronégativité différentes, par exemple A et B, le nuage électronique, alors vous savez que c'est une liaison covalente, donc c'est la mise en commun de deux électrons. Donc le nuage électronique, il est déplacé vers l'atome le plus électronégatif. Si on considère ici que l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B. Donc le nuage électronique se déplace vers l'atome le plus électronégatif. Il existe deux types d'effets électroniques, des effets attracteurs qu'on appelle -I, c'est des effets inductifs, et des effets inductifs donneurs qu'on note +I. Dans un premier temps, nous allons commencer par les effets inductifs attracteurs d'électrons. Donc, ceci, elle est exercée par tout atome dont l'électronégativité est supérieure au carbone, parce que le carbone, c'est notre référence. On fait de la chimie organique, donc c'est la chimie du carbone. Donc, supposons qu'on a un atome A lié au carbone. Donc, A, puisqu'il est plus électronégatif que le carbone, il va exercer un effet inductif attracteur sur le carbone. Donc, exemple, vous avez ici le chlore, par exemple. Donc le Cl, c'est un atome qui est plus électronégatif, donc il va exercer un effet inductif attracteur, et par suite il serait chargé avec une charge partielle négative, et le carbone serait chargé positivement, parce que lui, il a perdu de son nuage électronique. Alors ces effets inductifs attracteurs sont exercés par tout atome chargé positivement, puisqu'il est déficitaire en électrons. Par exemple, on a les carbocations, C+, les ammoniums quaternaires, le N+, et les O+. Les hétéroatomes, tels que l'oxygène, le soufre et l'azote, du fait que ces hétéroatomes sont plus électronégatifs que le carbone, les halogènes, pour la même raison, et les carbones hybridés sp et sp2. Nous avons dit que plus le caractère S augmente dans une hybridation, plus l'électronégativité augmente. Donc l'électronégativité d'un carbone sp est plus importante que d'un carbone sp2, plus importante que dans un carbone sp3. Alors les effets inductifs attracteurs sont additifs. Par exemple, sur cette molécule, on a 3 fluors. Donc les 3 fluors exercent des effets inductifs attracteurs. Là, c'est 2 fluors et là, vous avez un seul fluor. Donc plus le nombre de fluors augmente, plus le nombre de groupements attracteurs augmente, plus la charge partielle sur le carbone serait plus importante. Évidemment, une charge partielle positive. De la même façon, les atomes qui exercent des effets inductifs donneurs, donc l'électronégativité, quand l'électronégativité du carbone est supérieure à celle de l'atome, donc l'atome il va exercer un effet inductif donneur. Alors par exemple, les atomes dont l'électronégativité est inférieure à celle du carbone, vous avez tous les métaux, par exemple le lithium, le magnésium, le potassium, le calcium et ainsi de suite. Donc ils vont exercer un effet inductif donneur. Alors cet effet s'exerce par tous les atomes moins électronégatifs que le carbone, à savoir les métaux, comme je viens de dire, et les radicaux libres. Comme pour les effets inductifs attracteurs, les effets inductifs donneurs sont additifs. Donc le CH3, les radicaux alkyles exercent des effets inductifs donneurs. Donc sur ce carbone, vous aurez 3 effets inductifs plus I. Sur ce carbone secondaire, vous en aurez 2. Sur un primaire, vous en aurez un seul. Donc plus vous avez de groupements donneurs, plus le carbone serait chargé delta-.
Alors, je crois que c'est bon maintenant. Donc, on va continuer sur les effets inductifs d'honneur. Donc, nous avons dit qu'ils ont un effet inductif d'honneur. Donc, et l'effet inductif, il est additif. Alors maintenant, pour les conséquences des effets inductifs. Alors, ce qui est le plus important, c'est qu'il a une grande influence sur les propriétés physiques et chimiques. Alors, qui dit propriétés physiques? Ça, on l'avait déjà vu. C'est point d'ébullition, point de fusion, densité, ainsi de suite. Les propriétés chimiques, essentiellement, on l'a aussi vu, les acides, l'acidité et la basicité. Alors, on va regarder pour la force de la base. Donc, un groupement, lorsqu'on parle d'une base, c'est la basicité ou l'acidité de Bronsted. Alors, c'est quoi l'acidité de Bronsted? Ou la basicité de Bronsted? Quand est-ce qu'on dit qu'un acide ou une base de Bronsted? C'est accepter ou donner un proton. Lorsque plus l'acide donne facilement son proton, plus il est fort. Et plus sa base conjuguée est faible. Et vice-versa. Donc, on va regarder l'effet sur la basicité. Donc, la base est un accepteur de protons, ça vous le savez, d'autant plus forte qu'elle est soumise à des effets donneurs d'électrons. Alors, si on regarde, par exemple, ici. Donc là, vous avez des groupements méthyl qui sont des groupements donneurs d'électrons. Et là, vous avez un seul groupement donneur, et là, vous n'en avez pas. Donc, si on regarde la première, donc vous avez plus de groupements donneurs. Donc, la charge moins que vous avez ici, la charge moins, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que dans le deuxième cas? Elle est plus importante. Donc la charge électronique autour de l'oxygène, dans le premier cas, elle est plus importante que dans le deuxième, elle est plus importante que dans la troisième à cause de cet effet inductif donneur. Donc plus la charge est importante, plus la base va capter facilement ou difficilement le proton. Plus la charge est importante. Non, plus la charge est importante, il va capter facilement le proton. Parce que c'est quoi la basicité? Vous avez A- plus H+, qui va vous donner AH. Donc, plus la réaction est déplacée vers la droite, plus la base est forte. Parce qu'il va capter facilement le proton. Et pour qu'il capte facilement le proton, il faut que la charge ici, autour de l'atome A, soit plus importante. Donc, plus cette charge est importante, plus il va capter facilement le H. Et plus la base serait forte. Donc, si on passe de ici où vous avez deux méthyls qui exercent des effets inductifs donneurs, la charge partielle ici elle est plus importante que dans le deuxième, qui est plus importante que de la troisième. Et par suite, la basicité là va de la gauche vers la droite, il va décroître. Il va décroître parce que l'effet inductif il est moins important. L'effet inductif donneur il est moins important. Donc la basicité augmente avec les effets inductifs donneurs. Et c'est normal parce que si vous avez des effets inductifs donneurs, la charge partielle à côté, autour de l'atome sujet de la basicité serait plus importante. Et ainsi de suite. Alors, aussi, vous avez ce phénomène que ces effets se propagent le long de la chaîne. Et se propagent le long de la chaîne avec des intensités décroissantes. C'est normal. Plus c'est loin, plus c'est moins ressenti. Et plus c'est proche, plus l'atome sujet de cet effet électronique est proche, plus il sera
plus ressenti, plus serait plus important. Donc là, vous avez, par exemple, le méthyle, il est très loin par rapport à NH2. Là, le méthyle, entre le NH2, vous avez un seul carbone. Et là, directement lié à NH2, là, il n'y a plus de méthyle à côté de NH2. Alors, la basicité, est-ce qu'il va croître ou décroître de la gauche vers la droite? Il va automatiquement décroître parce qu'il n'y a pas d'effet. D'où ça vient la basicité ici pour les amines? La basicité vient de se doubler. La basicité de l'amine vient de son doublet électronique, de doublet libre sur l'azote. Donc, plus la charge à côté de l'azote est importante, plus la base serait forte. Et pour que la densité électronique soit importante autour de l'azote, il faut qu'il y ait des groupements donneurs ou attracteurs. Il faut qu'il y ait des groupements donneurs. Donc, ça veut dire, plus vous avez de groupements donneurs, plus la charge électronique sur l'azote serait plus importante, donc la base serait plus forte. Donc la basicité va croître. Et l'inverse, plus vous avez de groupements attracteurs, plus la base serait faible. Plus la base serait faible. Alors maintenant, on va voir le cas inverse, c'est-à-dire la force de l'acidité. C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement. Alors, vous avez un acide, c'est sous la forme AH, donc il donne A-, c'est la base conjuguée, plus H+. Donc, quand est-ce que cet acide serait fort? Lorsque l'équilibre serait déplacé à droite ou à gauche? À droite. Plus le Ka est importante, plus l'acide est fort. Chez le pKa, le Ka. Alors, pour que le Ka soit le plus élevé, il faut que l'équilibre soit bien déplacé vers la droite. Alors, pour qu'il soit déplacé vers la droite, il faut que ce H puisse partir facilement ou difficilement. Facilement, parce que vous avez là, vous avez A, H. Donc, plus le H, il part facilement, plus l'acide est fort. Et quand est-ce que le H peut partir facilement? Parce que dans un acide, le H, il part sous quelle forme? Sous la forme H+. Ça veut dire que le doublet, il le laisse sur le A. Donc, plus il part facilement sous la forme de proton de H+, plus l'acide est fort. Et quand est-ce qu'il va partir plus facilement? Est-ce que c'est avec des groupements donneurs ou des groupements attracteurs? Attracteurs. Alors, pourquoi attracteurs? Parce que le doublet électronique doit se déplacer vers A. Donc, pour qu'il se déplace le plus facilement vers A, il faut que le A soit attracteur. Donc, vous vous en souvenez, c'est l'inverse de la basicité. Donc, plus A est attracteur, plus l'acide est fort ou faible? Plus l'acide est fort. Plus l'acide est fort. Donc, un acide est d'autant plus fort qu'il est soumis à des effets inductifs attracteurs. Alors maintenant, on va voir la comparaison de quelques effets inductifs attracteurs sur l'acidité. Alors vous avez ça, c'est l'acide. C'est l'acide acétique. C'est l'acide acétique. Donc là, c'est l'acide iodoacétique, bromo, chloro et fluoro. Alors si vous regardez les pKa, on voit que les pKa diminuent de l'acide acétique vers l'acide fluoroacétique. Alors, qui dit un pKa diminue, ça veut dire l'acide est plus fort. Alors, pourquoi l'acidité est plus forte? Parce que, lequel est plus électronégatif, le fluor ou l'iode? Le fluor. Donc, le fluor est plus électronégatif et par suite, il est plus attracteur. Et plus le groupement est attracteur, plus l'acide est fort. Parce que le H va partir d'une manière beaucoup plus simple avec des groupements qui sont attracteurs. Donc,
Le fluor est plus électronégatif que le chlore, que le brome, que l'iode. Là, c'est la référence, c'est l'acide acétique. Et donc, l'acidité va augmenter. L'acidité va augmenter de l'hydrogène au fluor. Et vice-versa, il va diminuer du fluor à l'acide acétique. Donc là, c'est acidité, dans ce sens, acidité qui augmente ou diminue. L'acidité qui va augmenter. Parce que ici, vous avez un groupement qui est très attracteur, alors que là, vous avez, c'est un groupement qui est très attracteur, si vous voulez schématiser ça. Et donc, le H va partir plus facilement. Le H va partir plus facilement et donc l'acidité va augmenter. C'est bon? Alors, nous avons dit que les effets électroniques se propagent avec les liaisons sigma, avec les liaisons en général, ils se propagent avec les liaisons. Ça, c'est les effets électroniques. Nous avons dit aussi que plus c'est loin, plus c'est moins ressenti. Alors, on va voir maintenant l'effet avec la distance sur l'acidité. Alors là, vous avez le 2-chloro, donc 1, 2, 3, 4, c'est un butanoïque. C'est l'acide 2-chlorobutanoïque. Donc là, c'est 2-chloro. Là, c'est 3-chloro. Là, c'est 4-chloro. 1, 2, 3, 4 butanoïque. Donc, si vous regardez les pKa, le pKa augmente du 2-chloro vers le 4-chloro. Ça veut dire que l'acidité diminue. C'est normal, puisque la distance augmente. Donc ici, le chlore, il est plus proche, donc il exerce un effet inductif plus important sur l'acide, alors que là, sur le dernier exemple, le chlore, il est en position 4, donc il est loin, donc il exerce un effet inductif moins important que lorsqu'il est en position 2. Donc plus l'atome sujet de l'effet inductif est loin, plus son effet va diminuer. Donc il diminue avec la distance. Donc l'acidité va décroître, c'est normal, avec la distance. Alors de la même façon, les effets sont additifs. Ça aussi, on en a déjà parlé, mais on va voir son effet, ou son influence sur l'acidité. Donc si je regarde ici, c'est toujours la référence, c'est l'acide acétique. Donc l'acide monochloroacétique, donc dichloroacétique, trichloroacétique, vous verrez bien les pKa. Donc là, c'est 4,76 pour l'acide acétique et 0,76 pour le dernier. Ça veut dire que l'acidité va augmenter. Et pourquoi elle augmente? Parce que c'est normal. Là, vous avez un chlore, donc c'est un seul effet inductif. Là, vous en avez 2, et là, vous en avez 3. Et là, vous en avez 3. Et donc, plus, puisque l'effet inductif est additif, ça va augmenter, il augmente l'acidité de l'acide acétique vers l'acide trichloroacétique. Donc là, c'est des phénomènes, c'est l'influence des effets inductifs sur l'acidité ou la basicité. Donc là, l'acidité va croître du haut vers le bas. Alors, les effets inductifs plus I, de la même façon, donc ici on a vu l'effet inductif moins I sur l'acidité. Plus l'effet inductif est important, moins I, plus l'acide est fort. Pour les effets inductifs plus I, c'est l'inverse. Plus l'effet inductif plus I est important, plus l'acide serait faible. Donc les groupements d'honneur vont diminuer l'acidité. Alors là, vous avez, ça c'est l'acide, comment il s'appelle le premier? À gauche. Méthanoïque, comment on l'a appelé? Un nom trivial, ça on l'a vu en nomenclature, l'acide formique. L'acide formique, l'acide
acétique, 1, 2, 3, acide propanoïque, 1, 2, 3, acide 2-méthyl propanoïque, 1, 2, 3, acide 2, 2-diméthyl propanoïque. Alors, on va voir leurs effets. Alors là, vous avez le méthyle, là, c'est un groupement qui est plus I. C'est un groupement donneur par effet inductif. Donc, le méthyle, c'est plus I. Donc, ça, c'est plus I. Donc, ça, c'est, vous avez deux effets. Là, vous avez deux effets. Là, vous en avez, pardon. Donc là, pardon. Plus d'effets donneurs. Alors, d'après vous, lequel est plus acide? C'est l'acide formique ou l'acide 2,2-diméthylpropanoïque? Acide formique. Pourquoi? Parce que sur l'acide 2,2-méthylpropanoïque, vous avez plusieurs groupements donneurs. Alors que là, vous n'en avez pas. Et les groupements donneurs, ils diminuent l'acidité. Donc, si on regarde les pKa, donc 3,75 pour l'acide formique et 5,05 pour l'acide 2,2-diméthylpropanoïque. Automatiquement, l'acide formique, elle est plus acide. Alors, mais là, il faut remarquer que tout à l'heure, nous avons un pKa très important lorsque nous avions un fluor. D'abord, on voit bien que la différence n'est pas très grande. Mais quand même, il y a une différence parce qu'elle est due au groupement méthyle qui sont des groupements donneurs par effet inductif. Donc, l'acidité diminue car plus I, tout simplement, il augmente. L'effet inductif augmente. Alors maintenant, on va passer à un autre phénomène. Donc, je vais arrêter ici. Alors, maintenant, on va passer à un autre phénomène qui est la conjugaison et l'aromaticité. Alors maintenant, on va plutôt parler, tout à l'heure, lorsqu'on a traité les effets inductifs, on a parlé que des liaisons sigma. Alors maintenant, on va parler plutôt des liaisons pi et des doublés non liants. Donc avant tout ça, on va parler de la conjugaison. Alors la conjugaison, quand est-ce qu'on a? On a une conjugaison lorsqu'on a deux liaisons pi. Donc le premier cas de figure, deux liaisons pi séparées par une liaison sigma. Donc si vous avez dans une molécule deux liaisons pi séparées par une liaison sigma, là on part d'un système conjugué. Lorsque vous avez une liaison pi séparée d'un doublé libre, là d'un doublé non liant par une liaison sigma, et lorsque vous avez, c'est aussi pi d'un doublé non liant, donc là c'est le OH, donc le OH présente deux doublés libres, et là vous avez le chlore qui présente trois doublés libres, donc vous avez la conjugaison entre la double liaison et les doublés libres, que ce soit de l'oxygène ou du chlore, parce qu'ils sont séparés par une liaison sigma. Alors on peut aussi avoir conjugaison en présence d'une orbitale vide. Donc pi, liaison pi, simple liaison, orbitale vide. Là aussi, on a ce qu'on appelle une conjugaison. C'est aussi une conjugaison. Et lorsqu'on a une orbitale vide séparée d'un doublé libre, c'est aussi une conjugaison. Donc les cas de figure où on a la conjugaison, ce sont deux liaisons pi séparées par une liaison sigma, un doublé libre séparé d'une double liaison pi par une liaison sigma, une orbitale vide séparée d'une double liaison par une liaison sigma, ou bien une orbitale vide séparée d'un doublé libre par une liaison sigma. Donc lorsqu'on a ces quatre cas de figure, on parle de conjugaison. On parle de conjugaison.
Donc, c'est ce que j'avais dit. Donc, les liaisons pi et n sont conjuguées lorsqu'ils sont séparés par une liaison simple. Lorsqu'ils sont séparés par deux liaisons simples, là, on ne peut plus parler de système conjugué. Donc, absolument, il faut qu'il y ait une seule liaison simple entre deux liaisons pi, ou là, entre une orbitale vide et une liaison pi, ou bien un doublet libre et une liaison pi, ainsi de suite. Donc, tous les cas de figure qu'on a vus. Alors, le cas le plus simple, c'est le cas du butadiène. Alors, le butadiène, ces carbones-là, ils sont hybridés. Dans le butadiène, ils sont hybridés comment? Tous les carbones sont hybridés sp2. Alors, qui dit une hybridation sp2 veut dire une géométrie triangulaire plane. Une hybridation sp2. Alors, dans une hybridation sp2, qui est-ce qui est triangulaire plan? C'est le système hybride ou le système non hybride? Le système hybride. Le système hybride, c'est forme un triangle. Donc, il reste le système non hybride. Combien d'orbitales non hybrides reste une sp2? Une seule orbitale, parce qu'on a S et 2p qui forment le système hybride. Reste la troisième orbitale p non hybride. Alors, cette troisième orbitale p, automatiquement, elle est perpendiculaire au système hybride. Alors, lorsqu'elle est perpendiculaire, si je regarde ici pour le butadiène, donc vous avez le système hybride, il est plan, donc il forme toutes ces liaisons planes. Le système non hybride, ce sont les orbitales pz qui sont perpendiculaires au système hybride. Et par suite, ces orbitales-là, ils sont comment? Entre elles, ils sont parallèles entre elles. Alors, s'ils sont parallèles entre elles, on peut faire un recouvrement latéral pour former la double liaison, la liaison pi. Donc ça, on l'avait vu dans l'hybridation. Donc si on veut faire un recouvrement latéral, ça peut se faire entre ces deux, puisqu'ils sont parallèles, et on a le butadiène qu'on a l'habitude de voir, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est parce que ce sont des orbitales qui sont parallèles. Et puisqu'ils sont parallèles, rien n'empêche qu'il y aurait recouvrement entre les orbitales du milieu. Est-ce que vous suivez? Alors, s'il y a recouvrement entre les orbitales du milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la double liaison n'est plus entre le carbone 1, 2, 3, 4. Il peut aussi être entre le carbone 2 et 3, puisque vous avez deux orbitales non hybrides parallèles. Et puisque ces deux orbitales non hybrides parallèles, il peut faire un recouvrement latéral entre elles. Et s'il faut un recouvrement latéral entre elles, il peut former une double liaison. Donc la double liaison, elle n'est pas forcément localisée entre le carbone 1 et 2, 3, 4, mais il peut être également entre 2 et 3. Donc ça, le premier schéma, c'est lorsque c'est entre 1 et 2, et 3 et 4, et le deuxième schéma, c'est entre 2 et 3. Et lorsqu'ils sont entre 2 et 3, les orbitales non hybrides du carbone 1 et du carbone 4, ils vont rester perpendiculaires toujours au système hybride, mais il n'y a pas de recouvrement. Alors, la réalité, ce n'est ni la première ni la deuxième. La réalité, c'est entre les deux. Puisqu'il y a possibilité de faire recouvrement, donc, il peut se faire. Et donc, le butadiène n'est pas sous la première forme, et n'est pas aussi sous la deuxième forme, mais il y a ce qu'on appelle une forme de résonance entre les deux. Il y a une délocalisation, c'est ce qu'on appelle la délocalisation du système pi. Le système pi, c'est le système des doubles liaisons. Ça veut dire que les doubles liaisons ne sont pas localisées, ils sont délocalisés sur tous les 4 carbones. Donc, c'est ce qu'on appelle la conjugaison ou bien la délocalisation du système pi. Alors, pour cela, pour qu'il y ait, c'est quel type de conjugaison-là on a? C'est le premier, c'est double liaison, deux doubles liaisons séparées par une simple.
Donc ça, c'est la première raison. Est-ce que si ces orbitales n'étaient pas parallèles, est-ce qu'on pourrait avoir ce recouvrement-là du milieu? Non. Si par exemple, vous avez les deux orbitales non hybrides sur le carbone 1 et 2 qui ne sont pas parallèles à ceux entre le carbone 3 et 4, vous aurez recouvrement entre les deux, 1 et 2, et 3 et 4, mais vous n'aurez pas recouvrement entre les orbitales 2 et 3. Alors, puisqu'ils sont parallèles, on peut avoir recouvrement. Donc, un deuxième critère, il faut avoir des orbitales non hybrides, double liaison, simple liaison, double liaison, mais il faut que ces orbitales soient parallèles, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir le recouvrement du milieu. Donc, le fait d'avoir double liaison, simple liaison, double liaison, ou double liaison, simple liaison, doublé libre, ça c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut que ces orbitales soient parallèles pour avoir la conjugaison. On va voir des exemples où on a ce type de schéma, c'est-à-dire double liaison, simple liaison, doublé libre, mais les orbitales ne sont pas parallèles et par suite il n'y a pas de conjugaison. Alors, un autre phénomène, c'est le phénomène de l'aromaticité. Donc, quand est-ce qu'un système est dit aromatique? Donc, lorsqu'il obéit à ce qu'on appelle la règle de Huckel. Alors, la règle de Huckel, c'est il faut qu'il ait 4n plus 2 électrons. Alors, électrons, que ce soit pi ou n. Alors, des exemples, le benzène. Là, vous avez combien d'électrons pi? 2, non, ça c'est 2 électrons. Donc 2, 4, 6. Donc 6 électrons pi. Est-ce qu'il obéit à la règle de Huckel? 4n plus 2 égale à 6. Est-ce que c'est un entier? Donc là, c'est 4n plus 2 égale à 6. Donc n égale à combien? N égale à 1. Donc c'est un système qui est aromatique. C'est un système aromatique. Le naphthalène, 4n plus 2 égale à combien maintenant? À 10. Donc n égale à 2. Donc c'est aussi un système conjugué. Si vous trouvez un n par exemple égal à 1,5, ça veut dire que le système n'est pas conjugué. Alors le pyrrole, vous avez 2, 4, 6. 2, 4, 6, donc n égale à 1, donc c'est aussi un système conjugué. Et le thiophène, 2, 4, 6, donc n égale à 1, c'est un système qui est aussi conjugué. Alors pourquoi pour le thiophène, on ne compte pas les deux doublés non liants, on compte qu'un seul. Ça aussi, c'est 6 électrons pi, et pas 8. Ça veut dire que pour les deux doublés du soufre, on compte qu'un seul doublé. Alors pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut avoir un système conjugué, et là, les deux doublés ne sont pas conjugués avec le système pi que vous avez là. Alors pourquoi? Parce que ils ne sont pas parallèles. Un seul doublé du soufre qui est parallèle au système pi. Et puisque c'est un seul doublet qui est parallèle au système pi, donc on ne peut compter que 2 électrons sur le soufre. Et les deux autres ne le sont pas puisqu'ils ne sont pas parallèles. Parce que nous avons dit qu'il y a des conditions nécessaires, des conditions suffisantes. Le fait qu'il y a un doublet libre séparé d'une liaison sigma par d'une liaison pi, c'est une condition qui est nécessaire mais pas suffisante. Il faut que ce système soit parallèle. Il faut que le système parallèle. Et là, les deux doublés libres du soufre, les deux ne sont pas parallèles. C'est un seul qui est parallèle. Et donc, dans le compte de l'aromaticité, on compte qu'un seul doublé libre. Alors, de la même façon que les effets inductifs, on va voir des effets mésomères. Les effets mésomères, c'est le déplacement maintenant. Pour les effets inductifs, nous avons dit que c'est un déplacement de charge partielle. Un déplacement de charge partielle.
Alors maintenant, les effets mésomères, c'est un déplacement du doublé. Alors là, les effets inductifs se transmettent à travers les liaisons sigma. Parce que c'est un déplacement partiel des électrons, de charge. Alors maintenant, les effets mésomères, ils se transmettent par les liaisons pi et par les doublés n, non liants. Donc, comme c'était pour l'effet inductif, on a un effet inductif attracteur moins I et un effet inductif donneur plus I. Là, on a un effet mésomère attracteur moins M et un effet mésomère donneur plus M. Donc, de la même façon. Donc, la seule différence qui existe entre les effets inductifs et les effets mésomères, c'est que les effets inductifs se transmettent à travers des liaisons sigma et se caractérisent par un déplacement partiel de charge. Alors que les effets mésomères, ils se caractérisent par un déplacement des doubles liaisons et des doublés libres et se caractérisent par, c'est plus une charge partielle, mais vous aurez une charge totale sur les atomes. Au lieu d'avoir delta moins, delta plus, vous aurez moins et plus. Donc c'est ça la différence entre les deux effets. Donc comme d'habitude, on va commencer par l'effet mésomère attracteur. Donc les effets mésomères attracteurs sont exercés par les hétéroatomes, mais cette fois, les hétéroatomes hybridés sp et sp2. Alors qu'est-ce que nous avons dit? Les effets inductifs. Concernant les effets inductifs, les hétéroatomes, est-ce qu'ils sont attracteurs ou donneurs par effet inductif? Ils sont attracteurs par effet inductif. Est-ce qu'on a fait la différence entre SP, SP2 et SP3? Non. Les effets inductifs, non. Tous les hétéroatomes, puisqu'ils sont électronégatifs, plus électronégatifs que le carbone, ils sont attracteurs par effet inductif. Alors maintenant, dans les effets mésomères, ce n'est pas le cas. On a seulement les hétéroatomes hybridés SP et SP2 qui sont attracteurs par effet mésomère cette fois. Alors que les carbones hybridés, les hétéroatomes hybridés sp3, on va les voir après, ils sont donneurs par effet mésomère. Donc là, c'est la différence qui existe entre les deux effets. Les hétéroatomes, alors que tous les hétéroatomes sont attracteurs par effet inductif, seuls les hétéroatomes hybridés sp et sp2 sont attracteurs par effet mésomère. Et les sp3, les hétéroatomes sp3, ils sont plutôt donneurs par effet mésomère. Alors un exemple, ça c'est un hétéroatome qui est hybridé comment? L'oxygène. sp2, c'est une hybridation sp2. Donc il est attracteur par effet mésomère. Alors puisqu'il est attracteur, donc tout le doublet maintenant se déplace. Vous voyez ici, on n'a plus de charge delta moins comme on avait dans les effets inductifs, mais maintenant une charge moins. Parce que tout le doublet, là, les deux électrons, se sont déplacés sur l'oxygène. Et sur le carbone, évidemment, puisque le carbone a perdu son électron, parce que la double liaison, c'est une liaison covalente. C'est une liaison covalente, c'est une mise en commun de deux électrons, un électron de l'oxygène et un électron du carbone. Le fait maintenant que le doublet, les deux électrons se sont déplacés sur l'oxygène, combien il a perdu le carbone? Un électron, parce qu'il n'avait qu'un. Donc il est chargé maintenant positivement, alors que l'oxygène a gagné un électron, donc il est chargé négativement. Donc il faut faire attention à ça. Donc si vous avez une charge moins et plus, il faut faire attention aussi à ce signe-là qui signifie la délocalisation. Ce n'est pas un équilibre. Donc c'est pas ça. Donc faites attention, c'est pas un équilibre. C'est une flèche avec deux têtes qui signifie la mésomérie, la délocalisation des électrons. Donc il faut faire la différence avec l'équilibre. Donc là aussi, une chose qui est très importante, c'est que là, la molécule de départ, comment elle est électriquement, elle est neutre.
Il n'y a pas de charge sur la molécule de départ. Donc, ça aussi, il est électriquement neutre, parce que moins et plus, c'est neutre. Si vous avez au départ une molécule chargée, il faut garder toute la charge le long de toutes les formes limites. Si vous avez au départ une molécule qui est électriquement neutre, toutes les formes limites doivent être neutres. Qui dit neutre, ça veut dire moins plus, c'est neutre. 2 moins, 2 plus, c'est neutre, et ainsi de suite. Alors, un exemple ici, est-ce qu'on a d'abord une conjugaison? Quel type de conjugaison on a? Deux liaisons doubles séparées par une liaison simple. Donc, on a conjugaison. L'oxygène hybridé, sp2, donc il est moins M ou plus M? L'oxygène, puisqu'il est hybridé sp2, il est moins M. Donc, puisqu'il est moins M, donc on a un déplacement du doublet sur l'oxygène. Et puisqu'on a le déplacement sur l'oxygène, donc automatiquement, vous avez une charge moins sur l'oxygène, une charge plus sur le carbone. Donc la molécule de départ, elle est électriquement neutre, il n'y a pas de charge. Donc toutes les formes limites sont neutres. Donc moins et plus. Alors là, vous avez un carbocation. Un carbone chargé positivement. Est-ce qu'il est attracteur ou donneur par effet mésomère? Il est aussi attracteur. Donc ça aussi, c'est moins M. Et par suite, vous avez le deuxième déplacement. Le deuxième déplacement de la double liaison, parce que c'est aussi, on a une conjugaison. Quel type de conjugaison dans B? Double liaison séparée d'une orbitale vide par une liaison simple. Donc c'est aussi un type de conjugaison. Donc c'est aussi conjugué. Et par suite, on a le déplacement. Et la double liaison maintenant serait entre le carbone 1 et 2. Et la charge plus est sur le carbone 3. Donc là, ce sont les formes, ce qu'on appelle des formes limites. Ce qu'on appelle des formes limites. Comme on a dit au début, la réalité, ce n'est nullement ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, mais la réalité, c'est une forme de résonance entre toutes les formes limites. Alors A et B, C sont des formes limites, donc ce qu'on appelle aussi des formes de résonance. Alors, d'autres exemples de formes de résonance, vous avez les imines. Les imines, les imines, c'est quand vous avez une double liaison entre un carbone et l'azote. Nous avons dit qu'il faut faire la différence entre imine et N-amine. N-amine, c'est une double liaison carbone-carbone plus la fonction amine. Et imine, c'est une double liaison entre le carbone et l'azote. Donc là, il faut faire la différence entre les deux. Où est-ce qu'on a vu ces deux formes-là? Dans la tautomérie. On a vu les deux formes dans la tautomérie, les N-amines et les imines. Alors, l'azote, il est hybridé comment? Il est hybridé sp2. Donc, il est moins M ou plus M? Il est moins M. Donc, il est hybridé sp2, donc il est moins M. Donc, on voit bien le déplacement sur l'azote. Et par suite, vous avez une charge plus sur le carbone, puisqu'il a perdu son électron. C'est la même chose que les carbonyles qu'on a vu tout à l'heure, avec les imines. Et la charge moins sur l'azote. Les nitryles, le nitrile, l'azote, il est hybridé. Dans le nitrile, il est hybridé comment? Sp, donc il est moins M. Hybridé Sp, donc il est moins M. Donc vous avez là C plus double liaison N moins. Alors pourquoi vous avez double liaison? Parce que tout simplement là, il y avait une triple liaison. Donc c'est une seule liaison qui s'est déplacée et l'autre, il est resté à sa place entre le carbone et l'azote. Alors vous avez aussi les dérivés nitrés. Dérivés nitrés, c'est les RNO2.
Alors NO2, elle est sous cette forme-là. Elle est sous la forme N parce que l'azote, combien de liaisons il fait? 3. Il est trivalent. L'azote, il est trivalent, mais il possède un doublet. Donc, il peut faire une liaison dative avec l'oxygène. Donc, c'est pour ça que vous avez ici, il est chargé positivement et l'oxygène est chargé négativement. Donc, entre ces deux-là, vous avez une forme de résonance qui est doublet libre, une charge moins, séparée d'une orbitale vide par une liaison sigma. Et vous avez aussi doublet libre séparé d'une double liaison par une liaison sigma. Donc on a une délocalisation des électrons entre l'oxygène, l'azote et le deuxième oxygène. Et dans la dernière forme limite, vous avez ici deux charges plus. Donc c'est un groupement qui est très, très attracteur. Le groupement nitro, le groupement NO2. C'est un groupement qui est très attracteur. Donc si vous regardez dans l'exemple suivant, là vous avez, comme on a dit, un groupement qui est attracteur, donc une charge plus, et par suite vous avez le premier, c'est le déplacement, parce que là c'est un oxygène hybridé sp2, donc c'est moins m. Vous avez le premier déplacement sur l'oxygène, et après, puisque vous avez créé une charge plus sur l'azote, donc ça devient un groupement qui est attracteur, moins m, et vous avez un déplacement. Là, vous avez double pi séparé d'une orbitale vide par une liaison sigma. Donc, c'est une forme de résonance, et vous avez le déplacement, et la charge plus maintenant est créée sur le carbone de l'extrémité. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous regardez la première molécule, il est électriquement neutre, plus, moins. La deuxième, 2 plus, 2 moins. C'est aussi neutre. La troisième, 2 plus et 2 moins, c'est aussi neutre. Donc, toutes les formes limites ont la même charge électronique que la première. Donc, les effets, comme on a vu pour les effets inductifs, sur l'acidité, nous avons dit que l'effet inductif attracteur augmente ou diminue l'acidité? Augmente l'acidité. Donc, un effet mésomère attracteur, de la même façon, va augmenter l'acidité. Et par rapport à la basicité, est-ce qu'il va augmenter ou diminuer la basicité? Il va diminuer la basicité. C'est le même raisonnement par rapport à l'effet inductif. Donc là, nous avons vu l'effet mésomère attracteur. Donc maintenant, les effets mésomères donneurs. Donc, qu'est-ce qui va exercer des effets mésomères donneurs? Nous avons dit que les hétéroatomes hybridés sp et sp2, ils exercent des effets mésomères moins m, attracteurs. Maintenant, ce qui reste, c'est les sp3. Donc, ils vont exercer un effet mésomère plus m, donneur. Donc, les hétéroatomes hybridés sp3. Les atomes chargés positivement ou négativement? Négativement. Nous avons vu que les atomes chargés positivement, ils exercent un effet moins m. Alors maintenant, les atomes chargés négativement, ils vont exercer un effet mésomère donneur. Les halogènes. Ça, X, ça veut dire halogène. Fluor, chlore, brome, iode. Alors, puisqu'ils possèdent des doublets non-ions, donc eux aussi, ils vont exercer un effet mésomère donneur. Quel effet inductif exercent ces halogènes? Donneur ou attracteur? Les halogènes, en effet inductif. Attracteur. Donc, les halogènes, ils exercent un effet inductif attracteur. Maintenant, ils exercent un effet mésomère donneur. Alors, donc, ce sont deux effets, les halogènes, et quoi d'autre? Qui ne va pas dans le même sens, les effets inductifs et les effets mésomères. Il y a les halogènes, un effet inductif attracteur. Maintenant, on voit que c'est un effet mésomère donneur. Et quoi d'autre? Les hétéroatomes hybridés, sp et sp2.
ils sont attracteurs par effet. Non, SP, SP2, c'est dans le même sens. Parce qu'ils sont attracteurs par effet mésomère et inductif. Les hétéroatomes, quel effet inductif? Attracteur ou donneur? Attracteur, dans tous les cas. Alors SP et SP2, ils sont aussi attracteurs par effet mésomère, mais ils sont donneurs. Les SP3, ils sont donneurs par effet mésomère. Je répète. Les halogènes, attracteurs par effet inductif, donneurs par effet mésomère. Alors maintenant, les hétéroatomes. Tous les hétéroatomes, quel que soit leur état d'hybridation, ils sont attracteurs par effet inductif. Alors maintenant, par effet mésomère, vous avez deux cas de figure. SP et SP2, attracteurs, c'est dans le même sens que les effets inductifs. Maintenant, les SP3, ils sont donneurs par effet mésomère. Donc, quels les halogènes qui changent d'effet, auxquels les hétéroatomes hybridés SP3. SP3. Moi qui change d'effet. Moi, SP, SP2, ça va dans le même sens. Donc, on voit ici, dans le premier cas, c'est un halogène, donc il est donneur. Et par suite, vous avez une charge moins sur le CH2 et une charge plus sur le chlore. Donc, la molécule, elle est électriquement neutre. Vous avez, là, c'est un oxygène qui est hybridé. SP. Quelle est l'hybridation de l'oxygène? C'est un oxygène qui est hybridé SP3. Donc, il a un effet plus M. Ici, vous avez un carbone chargé négativement, c'est un carbanion. Donc, il a un effet mésomère plus M. Et donc, à droite, vous avez les formes de résonance. Donc, de la même façon que les effets inductifs, par rapport à l'acidité et à la basicité, il a les effets inductifs donneurs, il augmente la basicité et il diminue l'acidité. C'est la même chose ici. Les effets mésomères donneurs, il augmente la basicité et diminue l'acidité. C'est la même chose que les effets inductifs. Alors là, si on a deux effets qui ne vont pas dans le même sens, par exemple les halogènes. Les halogènes, ils sont attracteurs par effet inductif, ils sont donneurs par effet mésomère. Donc si on a les deux effets qui ne vont pas dans le même sens, alors maintenant, éventuellement, c'est l'effet mésomère qui l'emporte. Alors pourquoi c'est l'effet mésomère qui l'emporte? Parce que, comme on a dit, l'effet inductif, c'est un déplacement de charge partielle, alors que l'effet mésomère, c'est un déplacement de charge totale. C'est tout le doublé qui se délocalise. Alors que dans les effets inductifs, vous avez le nuage électronique qui se déplace, il ne se délocalise pas. Il ne change pas de place, mais il se délocalise, il se localise à côté de l'atome le plus électronégatif. C'est pour ça que l'effet mésomère l'emporte, parce que tout le doublé se déplace. Les deux électrons se déplacent. Alors que les effets inductifs, c'est une délocalisation de charge, tout simplement. Donc, si vous avez, donc c'est le doublé, c'est l'effet mésomère qui l'emporte. Donc ça, c'est le cas évidemment, c'est le cas des halogènes et c'est le cas des hétéroatomes hybridés sp3. Mais tout le reste, c'est dans le même sens. Tout le reste, c'est dans le même sens. Donc, sauf les halogènes, sauf les hétéroatomes hybridés sp3. Mais sp et sp2, c'est dans le même sens. C'est bon. Alors maintenant, on va voir un exemple d'effet de délocalisation, c'est-à-dire des effets mésomères. Alors là, vous avez un chlore. Le chlore, c'est un halogène. Quel effet inductif mésomère, pardon, il a? Plus M ou moins M? Plus M. Donc là, il a un effet plus M. Alors, c'est un effet plus M, donc c'est un effet qui est donneur. Donneur, donc vous aurez la délocalisation
sur la liaison parce que vous avez une conjugaison. Vous avez double liaison, simple. Vous avez double liaison, simple liaison, double et libre. Double liaison, simple liaison, double et libre. Donc c'est un système conjugué. Donc vous aurez la délocalisation et le chlore NaCl plus M. Donc la délocalisation se fait vers la double liaison et par suite le chlore maintenant il est chargé plus et ce carbone parce que vous avez cette double liaison qui vient sur ce carbone. Maintenant il est chargé moins. La molécule en total elle est neutre. La molécule elle est neutre. La molécule, elle est neutre parce que la molécule de départ, elle est aussi neutre. Donc là, plus, moins, c'est neutre. Et ainsi de suite. Vous avez le doublet qui se délocalise, qui vient entre le carbone 2 et 3, et celui-là qui part sur le carbone 4, et ainsi de suite. Donc vous avez cette délocalisation-là, et à la fin, vous revenez à votre molécule de départ, mais avec une petite différence. Alors regardez ici, la double liaison, il est là, alors qu'ici, la double liaison, non, c'est pas la même. C'est pas la même parce que, regardez la double liaison maintenant. Normalement, à partir d'ici, vous aurez, les doubles liaisons sont en position, c'est elle. Et là, les doubles liaisons, regardez là. La double liaison a changé de position. Il est là, celle-ci, elle est là, donc ce doublet viendrait sur ce carbone, cette liaison-là, carbone-carbone. Donc, vous aurez ce système. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, maintenant, quelle est la différence entre le premier et le dernier? C'est que la double liaison n'est plus, les doubles liaisons ne sont plus dans les mêmes positions. Alors, la réalité, est-ce que c'est la première ou la dernière? Ce n'est ni la première ni la dernière, c'est une forme de délocalisation. Donc, on a l'habitude de le faire pour le benzène. Pour le benzène, on a l'habitude de l'écrire sous cette forme-là. Ou bien un rond, tout simplement, à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système pi, il est délocalisé sur les 6 carbones du benzène. Alors, si vous faites l'étude des liaisons carbone-carbone dans le benzène, ça ne correspond ni à une liaison simple, ni à une liaison double. Parce que les liaisons doubles, on sait qu'elles sont plus courtes que les liaisons simples. Donc là, pour le benzène, c'est ni simple, ni double. Mais c'est un intermédiaire entre les deux. Ça prouve que les doubles liaisons dans le benzène ne sont pas localisées, ils sont délocalisés. Ils sont délocalisés sur les 6 carbones. Donc le système pi du benzène est délocalisé sur tous les carbones de la molécule, c'est-à-dire sur les 6 carbones. C'est ce qu'on appelle une forme de résonance, ou bien ce qu'on appelle d'habitude la forme de Kekulé. Alors ici, le deuxième exemple, vous avez un groupement d'honneur, donc c'est la même chose. Le méthyle, c'est d'honneur par effet inductif et par effet mésomère. Donc là, c'est plus I. Pardon, il n'y a pas d'effet mésomère pour le méthyle, donc c'est d'honneur par effet inductif. Et donc, il pousse la délocalisation. Et là, au lieu d'avoir une charge, comme au début, on a une charge moins dans ces positions-là, maintenant, on a plutôt, vous avez une charge plus sur ce carbone, et vous avez toujours une charge moins qui se délocalise parce que c'est toujours un groupement d'honneur. Et la molécule, elle est toujours neutre. Et vous voyez qu'à la fin, vous avez un changement de la position des double liaisons. Les double liaisons, c'est l'autre forme de résonance, et donc on peut l'écrire de la même façon que pour le premier. Vous avez une délocalisation du système pi sur les 6 carbones du benzène. C'est bon? Alors il reste 5 minutes si vous avez des questions.
On peut faire un exemple lorsqu'on a un groupement qui est attracteur. Donc, parce que là, c'est les deux groupements sont donneurs. Donc, si vous avez un groupement pardon, je sais pas pourquoi ça. Alors, un groupement donneur, par exemple, un exemple de groupement attracteur par effet mésomère. Qu'est-ce qui est attracteur par un effet mésomère? Non, les halogènes, ils sont donneurs par effet mésomère. Les atomes hybridés, les hétéroatomes hybridés sp, sp2. Donc on peut par exemple faire ici un NH. Ou bien on peut faire tout simplement un, pour ne pas faire de double liaison, donc on va faire NO2. Donc NO2, nous avons dit que c'est un groupement qui est attracteur par effet mésomère et par effet inductif. Donc la première forme limite, vous aurez un déplacement, puisque ça c'est attracteur, donc vous aurez un déplacement sur la liaison NH2. Et si vous avez ce déplacement, donc vous aurez NO2, vous aurez ici une double liaison, et vous aurez une charge. Qu'est-ce que vous aurez sur le carbone adjacent? Une charge plus. Alors que ces deux-là vont rester à leur place. Après, vous aurez, parce que là, c'est un groupement qui est, une charge plus, c'est un groupement qui est attracteur. Un carbocation, c'est un groupement attracteur par effet mésomère. Et donc, vous aurez donc là, NO2. Alors, automatiquement, là, vous aurez une charge moins qui va s'ajouter sur le NO2. Et vous aurez maintenant une charge plus ici, une double liaison là. Après, vous aurez un déplacement. Donc NO2 plus, vous aurez ici un plus et des doubles liaisons qui vont rester là. Et finalement, vous aurez le retour donc NO2 et vos doubles liaisons maintenant qui sont revenus sur le benzène. Donc là, vous aurez avec un groupement qui est attracteur. Et maintenant, vous avez un déplacement de charge partielle positive au lieu que ce soit des charges pas partielles, des charges positives, alors que tout à l'heure, avec le groupement donneur, vous avez des charges négatives.